Ce journal vous est offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité. À la une de cette édition du journal, il était question de la coopération bilatérale, le succès de la médiation menée par la République démocratique du Congo dans la crise au Tchad n'est pas passé inaperçu à N'Djamena. Lundi soir, le chef de l'État tchadien Mahamat Idriss Déby a décoré son homologue congolais Félix Antoine Tshisekedi en signe de reconnaissance. Et puis c'est une première réunion de la Troïka politique tenue et présidée par le nouveau ministre des Finances, Doudou Fouamba. L'analyse en profondeur des indicateurs macroéconomiques afin d'endiguer l'inflation en dépit des chocs endogènes et exogènes était sur la table. Enfin, c'est la saison sèche et il fait froid à Kinshasa. Occasion pour certains business de croître. Dans ce journal, nous avons fait un focus sur le business ambulant du café, une activité qui ne manque pas de défis. Voilà tout pour les titres de cette grande édition du journal. Bienvenue à toutes et à tous. Arrivé le lundi soir à N'Djamena, la capitale tchadienne, pour une visite d'État, le président Félix Antoine Tshisekedi a été élevé au rang de dignité de Grand Croix dans l'ordre national du Tchad après sa médiation réussie, en tout cas dans la crise politique qui a suivi le décès de l'ancien président Idriss Déby Itno. Les dirigeants des deux pays ont justement exhorté la jeunesse africaine à une collaboration tout en soulignant qu'il est possible que les problèmes africains aient des solutions africaines si les partis acceptent de se mettre autour d'une table. Cette cérémonie officielle s'est déroulée lors du dîner d'État offert au président Tshisekedi par son homologue Mahamat Idriss Déby au palais présidentiel. Cette décoration est les plus hauts rangs dans l'échelle des distinctions honorifiques des ordres nationaux du Tchad. Le président Déby a remercié le président Félix Antoine Tshisekedi, dont l'action des facilitateurs a prouvé qu'on peut trouver des solutions africaines aux problèmes africains. Notre transition a été particulière. Elle a été menée dans des conditions exceptionnelles et rien n'était gagné d'avance. Dans un monde où les calculs et les enjeux géostratégiques s'entremêlent, il est rare de trouver des leaders imbus d'une sincérité et d'une humanité profonde. Le président Félix Tshisekedi a été l'un de ceux qui ont eu une compréhension lucide de la situation, avec pour seule intention d'aider le Tchad à se relever. Et pour Félix Antoine Tshisekedi, les processus de transition réussis au Tchad est un bel exemple de l'unité. Cette marque de distinction dont je suis l'objet ce jour me rassure sur la volonté du vouloir vivre collectif des hommes et des femmes de ce pays, peu importe leur divergence d'opinion. Elle incarne aussi l'engagement de la communauté économique des États d'Afrique centrale, la CEEAC en sigle, à œuvrer sans relâche pour le bien-être de nos peuples et la prospérité de notre région. En acceptant cette décoration, je rends hommage à l'esprit de collaboration et de solidarité qui unit nos nations, ainsi qu'à la détermination de chacun de nous à bâtir un avenir meilleur pour notre continent. Ce mardi, les deux chefs d'État auront un entretien suivi d'une série de signatures des accords de coopération. Une avenue, au cœur de la capitale tchadienne, a été rebaptisée au nom de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, une récompense pour son implication dans la résolution de la crise politique dans ces pays.
Et bien avant de s'envoler pour N'Djamena, le président Félix-Antoine Tshisekedi a célébré la 57e journée nationale du poisson le lundi 24 juin 2024 en visitant le débarcadère intégré en construction à Kinkole dans la commune de Nsele, dont les travaux sont à l'arrêt depuis quelques mois après la crue du fleuve Congo. Cette visite visait en outre l'inspection des travaux de ce port de pêche en vue de son inauguration dans les prochains jours. Au regard de l'importance qu'il accorde au secteur de la pêche et de la pisciculture, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi a saisi l'occasion de cette célébration pour visiter ces sites. Accueilli par le ministre de Pêche et Élevage, en présence des autorités municipales et les représentants des associations de pêcheurs, le chef de l'État a effectué un petit tour du site pour se faire personnellement une idée de l'avancement de travaux. Ici, la chambre froide nouvellement installée a été endommagée. Un groupe électrogène nouvellement installé a été endommagé. Tous les bureaux ont été endommagés, les meubles endommagés. Donc, c'est ce qui a fait traîner l'inauguration. Le chef de l'État, dans son programme de 6 piliers, il fait de pêche et l'élevage des métiers très importants pour la population congolaise. Parce que vous savez que la pêche et l'élevage contribuent à la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Le chef de l'État, qui tient à la réussite de ces projets, a donné les instructions pour le parachèvement de ces débarcadères intégrés. Et pour communier avec le pêcheur en séjour de pêche, il les a promis la distribution prochaine de matériel. Donc le pêcheur sache bien que le chef de l'État les considère et que le président de la République est avec eux. C'est pourquoi, je l'ai dit tout à l'heure, la semaine prochaine, nous allons distribuer les matériels de pêche et d'intra piscicole ici à Kinshasa et à Kisangani, au nom du chef de l'État, pour encourager les pêcheurs et les pisciculteurs. Faut-il signaler que la République démocratique du Congo dispose d'un potentiel halieutique estimé par la FAO, Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, à 707 260 tonnes exploitables annuellement. Le pays est ainsi capable d'améliorer la sécurité alimentaire et le standard nutritionnel de la population. Je l'ai également annoncé dans le sommaire de ce journal, le ministre des Finances Doudou Fouamba a présidé sa toute première réunion de la Troïka politique le lundi 24 juin ici à Kinshasa. Au menu des discussions, l'analyse des indicateurs macroéconomiques en vue de mettre en place des stratégies pour endiguer l'inflation avec beaucoup d'efficience tout en dépit justement des chocs exogènes et endogènes. C'était en présence entre autres du ministre national en charge du budget ou encore du conseiller principal du chef de l'État en charge des questions économiques et de la gouverneure de la Banque centrale du Congo. Lors de cette réunion, le participant procédait à une analyse approfondie des indicateurs macroéconomiques pour élaborer des stratégies efficaces devant endiguer l'inflation avec beaucoup d'efficience, malgré les chocs exogènes et endogènes. Nous avons passé en revue la situation du cadre macroéconomique, les différents indicateurs macroéconomiques, les taux d'inflation, les taux d'échange. Nous avons constaté ensemble qu'il y a eu un resserrement de la politique monétaire sur le plan international. Les politiques restrictives qui ont été dictées par les différentes banques centrales ont contenu les pulsions inflationnistes qui étaient sur le marché. Et les taux d'inflation aujourd'hui, la moyenne est projetée à 3,5%. Sur le plan international, et une croissance qui est projetée à 3%. Sur le plan intérieur, nous avons évalué la situation de ces indicateurs. Nous sommes arrivés à la conclusion que nous avons en projection et en glissement annuel un taux d'inflation qui est autour de 21%, avec un taux de dépréciation de notre monnaie qui tourne autour de 6%. Le ministre des Finances Doudou Fouamba a signifié que plusieurs mesures ont été proposées. Des mesures ont été proposées, notamment les renforcements des indications qui ont été données par le chef de l'État, son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dont notamment les non-paiements au guichet de la Banque centrale du Congo, mais également d'autres mesures, notamment la coordination des politiques monétaires et politiques budgétaires entre le gouvernement et la Banque centrale du Congo. Déjà désormais, des décisions majeures ont été prises, notamment la reprise des réunions du comité technique de Péter, mais également l'arrimage du plan de trésorerie de l'État sur le niveau de la liquidité du marché bancaire. La Troïka politique a noté que les perspectives économiques de la République démocratique du Congo sont prometteuses, soulignant la nécessité de renforcer les efforts en matière de politique monétaire et budgétaire.
Plaider pour le décaissement global de la créance de la minière des Bakwanga, une créance estimée à 50 millions de dollars américains par le gouvernement de la République, mettre en place un plan de relance de cette société de l'État, mais aussi revoir l'arrêté qui impose le monopole sur la vente du diamant de la SACIM. Et c'était donc les sujets au centre de la rencontre entre le caucus des députés nationaux élus de l'espace Kasaï et le ministre national en charge du portefeuille, Jean-Lucien Boussard. On écoute à ce propos Alphonse Ngoï Kassanji. L'objet de notre visite chez son excellence monsieur le ministre du portefeuille, Jean-Lucien Boussard, concerne la MIBA, la minière de Bakwanga, comme vous le savez, qui est en difficulté depuis plusieurs années. Les élus nationaux de la province du Kasaï-Oriental ont porté ce dossier. Nous avions respectivement reçu le BCA et après, nous avions levé l'option de rencontrer son excellence monsieur le ministre pour lui faire part des préoccupations de toute la population de la province Kasaï-Oriental et principalement des travailleurs concernant la relance de cette entreprise. Il est vrai que le gouvernement de la République décaisse chaque mois 1 million de dollars en faveur de la paye des travailleurs. Ce qui est une bonne chose, mais notre crainte est que l'État congolais, qui a la créance de la MIBA d'ordre de 50 millions, ne puisse décaisser cet argent uniquement pour la paie des travailleurs, alors que l'argent peut servir de relancer les activités de l'entreprise. C'est comme ça que nous avons demandé à son excellence monsieur le ministre de faire en sorte de s'impliquer pour que l'on puisse décaisser cet argent, 50 millions, pour permettre la relance des activités de la MIBA. Bien sûr, sur un plan de relance convenu entre élus, forces vives de la province Kasaï-Oriental, comité de gestion, afin de produire un plan sur lequel l'argent là qui sera décaissé doit s'asseoir, c'est-à-dire un plan pragmatique qui permet de relancer effectivement l'entreprise. Le deuxième jour du congrès ordinaire de l'Union nationale des infirmiers et infirmières du Congo, ce mardi 25 juin, a été consacré à la présentation du cahier des charges sur l'amélioration des conditions socio-professionnelles et du plaidoyer en faveur des droits des infirmiers du secteur public en RDC. Cette deuxième journée a connu la présence du représentant du vice-premier ministre en charge de la fonction publique ainsi que du président de l'Ordre national des infirmiers et inspecteur général de la santé. Regardez. Dans son message adressé au gouvernement, le secrétaire général de l'UNIC, Joseph Kibangula, plaide pour la satisfaction des besoins sociaux de base des infirmiers. Représentant le vice-premier ministre en charge de la fonction publique, les conseillers Trésor Mikambiloa, porteur d'un message de Jean-Pierre Liaou, a rassuré les congressistes des efforts consentis par les ministres des tutelles. Comme message clé, c'est un message d'encouragement parce que voir le partenaire se réunir, réfléchir et proposer des pistes de solutions au gouvernement, ça a toujours été là le désir du VPM. Et aussi le VPM, je peux encore une fois le rappeler, le VPM a toujours donc apprécié les dialogues sociaux. Vous verrez que c'est par les dialogues sociaux quand même beaucoup de choses ont été réalisées. Intervenant sur le droit des infirmiers, l'avocat conseil de l'UNIC, Charles Omambo, s'insurge contre la précarité des syndicats et la discrimination des infirmiers qui n'occupent qu'1% de postes de commandement. Mon plaidoyer, c'est d'abord le fait que malgré qu'il y a des infirmiers, professeurs d'université, docteurs à thèse et spécialistes de tout genre possédant de l'expérience et de la compétence, ils occupent moins d'1% de postes de responsabilité du secteur de la santé. Il y a plus de 500 zones de santé, plus de 26 divisions provinciales, coordination provinciale, plus de 50 programmes, mais les infirmiers n'occupent que 1%
de l'ensemble des postes de responsabilité, ce qui paraît comme une grande injustice. Ensuite, il y a la sécurité et la santé au travail, dont les infirmiers sont exposés à de graves risques. Outre les discriminations dans les nominations, en matière de rémunération et la problématique de fonds des retraites, les plaidoyers de l'UNIC a également porté sur la détermination des actes professionnels. Le secteur agricole congolais a toujours été présenté comme l'un des principales alternatives capables de faire sortir l'économie de la République démocratique du Congo de sa dépendance du secteur minier. Mais quelles sont concrètement les mesures et les actions à mener concrètement par le gouvernement central pour capitaliser les 80 millions d'hectares des terres arables dont dispose la RDC? Quelques pistes des solutions sont évoquées dans ce commentaire. Regardez. En République démocratique du Congo, l'agriculture paysanne occupe environ 70% de la population active, d'après les données du Fonds des Nations Unies pour l'agriculture. Cependant, le pays demeure dépendant des produits agricoles importés. Selon les ministères congolais de l'industrie, la RDC a importé en 2023 jusqu'à 7 milliards de dollars américains, dont 3 milliards en produits agroalimentaires. Ce paradoxe traduit, à en croire le ministre de l'Agriculture Grégoire Muchaï, le manque d'humanisme dans le leadership congolais. Nous devons aussi avoir l'humanisme lorsque nous sommes des leaders. Le leadership humanitaire nous manque. Avec 120 millions d'hectares des terres agricoles répartis en 80 millions des terres arables et 40 millions des terres irrigables, la RDC est un paradis qui ne peut nullement souffrir d'un déficit alimentaire. D'où, pour le ministre de l'Agriculture, il y a urgence à développer le programme agricole autour des ménages. Nous devons avoir une gouvernance humanitaire qui tourne autour des normes et autour de la population. Par exemple, toutes les familles que nous avons dans les programmes de l'agriculture, nous parlons des ménages agricoles, ce sont des familles. Alors si nous avons des programmes qui tournent autour du développement de ces familles, je ne pense pas que nous pouvons encore aller importer le maïs dans d'autres pays. Pour réduire sensiblement le coût réservé aux dépenses d'importation et faire en sorte que le secteur de l'agriculture devienne un socle de l'économie congolaise, le ministre de l'Agriculture a rappelé lors d'une conférence débat la nécessité de professionnaliser le ministère, d'où un appel lancé à tous les scientifiques porteurs des projets allant en ce sens. Sensibiliser les autorités politico-administratives et les représentants des services communaux sur les droits des réfugiés dont leur prise en charge. C'est le sens même d'un forum organisé ce mardi 25 juin au salon de l'hôtel Pullman par la Commission nationale pour les réfugiés CNR en collaboration avec l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, et cela dans le cadre de la commémoration de la Journée mondiale des réfugiés célébrée le 20 juin dernier, une activité qui a connu la participation de plusieurs autorités du pays. Il était question au cours de ce forum, organisé par la Commission nationale pour les réfugiés en collaboration avec l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, de sensibiliser des autorités politico-administratives et des représentants de services communaux sur les droits des réfugiés. Dans son mot d'ouverture, le représentant spécial adjoint de la mission de stabilisation de l'Organisation des Nations Unies en RDC, Bruno Le Marquis, a dressé un tableau sombre sur la situation des réfugiés dans plusieurs pays. Ce dernier a indiqué qu'il est nécessaire de travailler sur les solutions durables afin d'appuyer les personnes déplacées. Présente dans la salle, la représentante de l'Union africaine, Michel Ndiaye, est revenue sur l'importance de la collaboration entre l'Union africaine et le HCR concernant les déplacements forcés. L'UA a lancé un certain nombre d'initiatives visant à consolider la paix sur le continent en lien avec la prévention des déplacements forcés. Et cela inclut, entre autres, le déploiement d'opérations d'appui à la paix, la nomination d'envoyés spéciaux et de représentants spéciaux.
Pour sa part, Jean-Baptiste Ndézé, vice-ministre des Affaires coutumières, au nom du gouvernement congolais, a appelé la communauté internationale à mettre en œuvre des stratégies pouvant permettre à la RDC de répondre aux besoins humanitaires liés à la présence des personnes déplacées. Le gouvernement saisit cette opportunité pour appeler la communauté internationale, ici représentée, à consentir des sacrifices additionnels pour apporter un soutien à la République démocratique du Congo afin de lui permettre de faire face aux besoins humanitaires liés à la présence massive des personnes déplacées de force vivant sur son territoire. Juste après, s'en est suivi la présentation sur les engagements de la RDC au Forum mondial sur les réfugiés. À noter également que plusieurs thèmes ont été abordés au cours de cette activité et il s'agit entre autres de l'autosuffisance et le développement des chaînes de valeur agricoles et les besoins d'urgence. Les opérateurs du secteur médical privé en RDC se disent oubliés par les pouvoirs publics. À ce sujet, Fanfan Mbaki, coordonnateur national de l'Association nationale des médecins directeurs et médecins directeurs du secteur médical privé, ANAMED en sigle, a appelé ce mardi l'État congolais à jouer son rôle de rassembleur et de législateur et de prendre en compte les désidératas du secteur médical privé. Les grandes difficultés sont l'avenant du gouvernement, à vrai dire. Qu'est-ce qui se passe? Le gouvernement ne visite pas vraiment à 100% le secteur médical privé. C'est comme si dans les lois qui fixent le principal fonctionnement relatif au secteur de la santé, le gouvernement cite seulement le secteur médical privé, mais le gouvernement n'a pas une législation. Donc le gouvernement ne reconnaît pas le secteur médical privé comme un appui de taille, comme le second secteur qui peut facilement être un appui du secteur médical public. Pour parler de la gouvernance et leadership, j'en dirais que non, sur le plan papier, le secteur médical privé est étroitement réglementé par le ministère de la Santé, puisque cette législation devrait couvrir les ouvertures des centres de santé, les tarifications de produits et de services. Et j'en dis que non, ce n'est pas tard, puisque le ministère a la possibilité d'interagir avec le secteur médical privé de différentes manières, dont notamment comme l'organisme de législation. La deuxième des choses comme rassembleur de groupes publics-privés. Et troisièmement comme facilitateur de partenariats publics-privés. Et puis, s'il faut dire à présent, il n'y a pas d'indication, de prescription, de loi qui régissent le secteur médical privé au vrai sens du mot. Venons-en maintenant à ce focus, je l'ai annoncé dans le sommaire de cette édition du journal. Une nouvelle forme de business prend de plus en plus d'ampleur dans la capitale Kinshasa, cette période des saisons sèches. C'est le commerce ambulant du café. Cette activité exercée depuis un moment déjà vit son âge d'or, surtout justement pendant cette période où la fraîcheur est quasi quotidienne dans la capitale. Les jeunes qui œuvrent dans ce business relatent dans ce reportage de David Mwenze et Jires Loutete leurs défis et la manière dont ils les surmontent. Minus de leurs charrettes, ces vendeurs sillonnent les artères quinoises. Ils sentent dans des arrêts de bus et autres places publiques pour vendre leurs produits. Parfois, ils profitent des embouteillages qui s'y créent pour le liquider rapidement. Certains même, sous un soleil ardent, arpentent les grandes artères à la recherche des consommateurs. Une tâche qui devient moins difficile pendant cette période de fraîcheur où le client s'amasse pour se procurer cette petite tasse de café dont les prix oscillent entre 500 francs congolais et 1000 francs congolais. Toutefois, les risques liés à leur business demeurent présents. Pour un tour, je peux réussir jusqu'à 60 000 francs congolais. Nous vendons une quantité de café à 500 francs, voire 1000 francs. Nous y mettons du lait et du sucre. Nous courons beaucoup de risques dans l'exercice de ces business, notamment les accidents. En une journée, je peux réunir un versement de 30 000 francs congolais. Bien que cette activité est rentable, mais les risques sont énormes, car nous sommes victimes des vols.
Ce business est tout de même plus rentable en période de saison sèche que la saison de pluie en raison de la fraîcheur qui caractérise souvent la saison sèche. Et place à présent à la revue des presses avec Osé Kabamba. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette revue de presse économique. Ouvrons la revue avec Forum 2As qui titre dans sa 6e page « Promotion du commerce inter-africain, Julien Paluku et ses homologues des ZLECAf se concertent à Zanzibar ». L'archipel de Zanzibar en République unie de Tanzanie abrite depuis hier la 14e réunion de ministres de la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf. À ces assises prend part Julien Paluku, le ministre congolais du commerce extérieur. Les tabloïds renseignent qu'au menu de cette rencontre, qui se tient du 24 au 25 juin courant, le ministre du commerce extérieur s'attelle à examiner des questions relatives au renforcement de l'intégration continentale, à la compétitivité des produits africains sur le marché et au développement des chaînes de valeur pour l'industrialisation de pays africains. Il tâche particulièrement de peaufiner de stratégies susceptibles de booster les échanges interafricains dans les 10 prochaines années. En croire Forum 2As, présidé par Wamkele Mene, secrétaire général de la ZLECAf, ces travaux sont censés aider les participants à harmoniser leur perception des règles d'origine de produits au niveau de la zone de libre-échange continentale africaine. Ils s'appesantissent sur le moyen d'accroître les échanges interafricains évalués aujourd'hui à 6% seulement. Rapporteur de la 14e réunion de ministres du commerce extérieur qui tire ses rideaux ce mardi, Julien Paluku aura à transcrire les différentes résolutions qui vont désormais constituer le plan stratégique des 10 prochaines années de la ZLECAf, renchérit le tabloïd. Poursuivons cette revue de presse avec le bi-hebdomadaire d'information générale, Boîte Noire, qui rapporte dans sa 3e page RDC, l'IGF instruite de mettre à la disposition de la Première ministre ses différents rapports de mission et au gouvernement d'entamer des réflexions sur l'institution d'un parquet financier. Dans sa communication lors de la 2e réunion du Conseil des ministres, tenue vendredi 21 juin 2024, le président Félix Antoine Tshisekedi est revenu sur les mesures relatives à l'encadrement des dépenses publiques et à la lutte contre les détournements des deniers publics. Le journal souligne que ceci fait suite à la saisine du rapport de mission d'encadrement réalisé par l'Inspection générale de finances, IGF, aussi bien pour les dépenses publiques de manière générale que pour celles des entreprises et établissements publics en particulier. Le bi-hebdomadaire d'information générale paraissant à Kinshasa a fait savoir que, selon le compte rendu de la réunion, le président de la République y a relevé plusieurs distorsions liées notamment à l'inobservance des textes légaux et réglementaires régissant les finances publiques, la violation des dispositions réglementaires sur l'exécution des dépenses, les non-respects de la procédure de la chaîne de la dépense et les non-respects de règles de passation des marchés publics. Par la même occasion, le président de la République a souligné aussi la nécessité de préserver les acquis obtenus pendant cette période de contrôle, tout en rappelant qu'une évaluation globale des dites recommandations sera faite dès l'entame de l'année 2025, indique le confrère. Fin de cette revue de presse sur Ecofin Télévision. Mesdames, Messieurs, merci de votre attention. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition du journal. En voici tout de suite le rappel des titres. À la une de cette édition du journal, il était question de la coopération bilatérale, le succès de la médiation menée par la République démocratique du Congo dans la crise au Tchad n'est pas passé inaperçu à N'Djamena. Lundi soir, le chef de l'État tchadien Mahamat Idriss Déby a décoré son homologue congolais Félix Antoine Tshisekedi en signe de reconnaissance. Et puis c'est une première réunion de la Troïka politique tenue et présidée par le nouveau ministre des Finances, Doudou Fouamba. L'analyse en profondeur des indicateurs macroéconomiques afin d'endiguer l'inflation en dépit des chocs endogènes et exogènes était sur la table.
Enfin, c'est la saison sèche et il fait froid à Kinshasa. Occasion pour certains business de croître. Dans ce journal, nous avons fait un focus sur le business ambulant du café, une activité qui ne manque pas de défis. Fin complète de cette grande édition du journal sur votre télévision. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente suite des programmes sur votre chaîne. Ce journal vous a été offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité.